Donc Stuffy Chat, c'est une association en fait qui a été créée en mars 2020 pendant le premier confinement. Pourquoi? Parce que comme tout le monde devait rester chez soi, et ben du coup les violences en ligne ont littéralement explosé. Donc du coup il y a des femmes qui ne se connaissaient pas du tout, qui se sont réunies pour lutter contre ça. Et du coup, ça fait une association avec 12 cofondatrices qui existent depuis 2020 et qui ont diversifié leur activité, qui interviennent à l'Assemblée nationale, etc. Donc c'est vraiment une association qui a un vrai poids national, international aussi, parce qu'on a des bénévoles qui sont sur Bruxelles. 70 bénévoles, peut-être un peu plus maintenant. Et donc, du coup, c'est une association qui se divise en plusieurs axes. On a un axe où on va faire tout ce qui est signalement de contenu sur les réseaux sociaux qui relèvent du harcèlement, des cyberviolences, et une veille des réseaux, du coup, de manière générale, pour voir s'il n'y a pas des trends qui apparaissent, par exemple, comme Tana récemment, je pense que ça vous dit quelque chose à certains, qui peuvent vite devenir virales. On propose aussi, on a une permanence de psychologues et juridiques. Donc voilà, pour les personnes qui ont besoin d'en parler à quelqu'un de professionnel, on peut apporter ça. On a tout un pôle très important de sensibilisation. Du coup, c'est à titre personnel ce que je fais le plus. Donc, on va dans des établissements scolaires, voir des parents d'élèves pour leur présenter l'association, ce qu'ils peuvent faire. Et du coup, on peut aussi faire, comme là, des présentations en visioconférence. Et quatrième axe, du coup, action plaidoyer. Donc, il y a des membres qui sont allés présenter des projets à l'Assemblée nationale. On travaille avec on travaille avec certains députés, etc., pour essayer de changer les choses. Alors, notre intervention, elle se déroule en 3 axes. La première, qui est la plus longue, je dirais, c'est expliquer en fait tout ce qui est discrimination, violence en ligne, la différence avec ces discriminations dans la vie physique. Le deuxième point, c'est comprendre le véritable impact et les conséquences de ces cyberviolences, que c'est pas parce que c'est sur Internet que du coup c'est pas la vraie vie. Et dernier point, des guides pour prévenir, savoir agir quand on est victime ou témoin de cyberviolence, vers qui on peut se tourner. Alors donc, bon, normalement ça, on fait un petit questionnaire pour que les gens devinent. Bon là, vu qu'on est plus de 80, ça va être un peu compliqué. Donc je vais donner les réponses directement. Donc dans le monde, à partir de 16 ans, on passe 8 heures par jour sur Internet. Donc ça date de 2022. Il faut se rendre compte que 8 heures, c'est un tiers de la journée. Donc généralement, on passe un tiers de la journée à dormir, un tiers de la journée du coup sur Internet et un tiers de la journée à faire autre chose. Donc ça fait quand même un temps énorme. Donc c'est dire que Internet c'est pas la vraie vie, c'est un peu passé. Enfin, on peut pas ignorer quand on y passe un tiers du temps tous les jours. Alors, je dis vie physique, pardon, c'est pour... en fait, on ne parle pas de vie numérique et vie réelle. On préfère parler de vie cyber pour la vie numérique et la vie physique pour la vie réelle parce que du coup, le numérique, comme la vie physique, c'est le réel. Dans le monde, presque 3 milliards de personnes sont sur Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp tous les jours, donc c'est le groupe Meta. Et là, pour plus voilà. Le côté différence hommes et femmes, donc 63% des femmes ont accès à Internet et 69% des hommes ont accès à Internet. Pourquoi? Parce que souvent, quand il y a un ordinateur par famille, c'est souvent dans beaucoup de pays, c'est souvent l'homme qui va avoir accès à l'ordinateur, tandis que les femmes vont être un peu mises sur le côté. Bien sûr, ce pourcentage, il a tendance à diminuer, enfin l'écart de pourcentage pardon, a tendance à diminuer avec le temps. Donc le but ce serait qu'on arrive à un pourcentage égal. Donc du coup tout ça pour dire que Internet c'est la vraie vie
énormément de gens sur la planète s'en utilisent et ils passent quand même pas mal de temps. C'est aussi un lieu où on peut rencontrer des gens. Donc là, on a mis voilà, 30 millions de matchs se font sur Tinder tous les jours, sachant qu'on ne prend que Tinder, on ne prend pas d'autres applications de rencontres. Ça montre aussi que Tinder, c'est vraiment une application où on trie les gens très très rapidement, alors que dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça, il faut plus de temps. Donc Internet permet aussi d'accélérer en fait tout ça et potentiellement comment dire, mon chat il fait des bêtises, excusez-moi, ça me déconcentre. Comment dire, le fait que les relations numériques ont tendance à aller beaucoup plus vite que les relations dans la vie physique, et il faut toujours faire très attention. J'y reviendrai tout à l'heure. Et du coup, 50% des personnes consommatrices dépendent des recommandations des influenceurs et influenceuses. Alors souvent, ce pourcentage, il n'est pas très bien compris. Faut savoir que les influenceurs et les influenceuses, ce sont des personnes qui vont promouvoir un produit. Ce n'est pas forcément que les stars de télé-réalité, comme on peut entendre. Ça peut être des gens qui font des réseaux sociaux leur métier et qui vont faire une pub une fois. Et en fait, il suffit que nous, consommateurs, on achète ne serait-ce qu'un seul produit pour être considéré comme du coup personne consommatrice de ces produits. Donc du coup, encore une fois, Internet va influencer aussi nos dépenses. Donc là, on a fait un point sur le cyberespace. Maintenant, on va faire un point sur le cybersexisme. Donc quelques pourcentages encore. Donc 85% des femmes ont déjà été exposées à une forme de violence en ligne. Forme de violence, ça peut être une insulte, ça peut être des menaces, ça peut être de la diffusion de contenu intime non consenti, autrement appelé revenge porn. Chez Stop Ficha, on n'aime pas trop le terme revenge porn parce qu'il y a le mot revenge qui sous-entend une revanche, une vengeance, alors que ça sous-entend que la victime a fait quelque chose pour provoquer cette action, cette vengeance, ce qui n'est pas le cas. Donc, on préfère parler de diffusion de contenu intime non consenti. Voilà pour la petite parenthèse. Dans les médias, les femmes ont la parole à 36%, mais par contre, elles apparaissent à 43%. Donc, ça veut dire qu'on a un petit pourcentage de plantes vertes qui sont là juste pour avoir le quota femmes-hommes, mais qui n'ont absolument pas la parole. Par exemple, un exemple tout bête, mais au Tour de France, je crois que ça a été arrêté, mais les femmes qui remettaient aux vainqueurs un bouquet de fleurs, leur médaille, etc., et bien, par exemple, elles faisaient partie de ces femmes qui étaient présentes, mais elles n'avaient pas la parole. Et 76% des femmes ayant déclaré avoir subi des violences en ligne ont modifié la manière d'utiliser ces plateformes. Ça veut dire se mettre en privé, mettre son compte en privé, supprimer certaines photos, voire carrément supprimer son compte. Je pense qu'on connaît tous, dans les jeunes, on connaît tous quelqu'un qui a supprimé toutes ses photos, supprimé son compte, s'est mis en privé quelque temps pour justement éviter d'être victime de ces cyberviolences. Et 90% des personnes ont des préjugés sexistes. Alors, ce pourcentage, moi, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est 100%, en tout cas plus de 90%, parce qu'on a tous des préjugés sexistes, on a tous des préjugés racistes, et c'est normal, on est dans une société patriarcale, donc forcément, on va avoir des préjugés. L'important, c'est ce qu'on en fait, c'est savoir se remettre en question, se dire, ok, j'ai été éduquée comme ça, on m'a dit ça, mais est-ce que ça vaut pas la peine de s'interroger au-delà de ça? Et même les femmes aussi ont des préjugés sexistes, c'est pas que les hommes. Donc c'est pour montrer qu'on a tous des préjugés, des idées préconçues, mais qu'on peut aussi s'en libérer en essayant de se renseigner et déjà de venir à ce webinaire, et c'est très bien. Alors, pour le contenu des violences,
Donc, comme je disais tout à l'heure, ça peut être aussi des insultes et des menaces. Donc là, c'est 93% des victimes ont subi ce genre de choses. Une victime sur deux... Excusez-moi, c'est mon chat. Une victime sur deux rapporte des diffusions de contenus intimes ou dégradants. Donc, comme je disais tout à l'heure, ce que la plupart des gens appellent revenge porn. Donc, nous, on préfère parler de contenu, diffusion de contenu intime. Donc, c'est quand même énorme de se dire que sur toutes les cyberviolences enregistrées, il y a quand même 50% des victimes qui rapportent ce genre de fait qui est très grave. Et des hommes sont impliqués dans la perpétration des cyberviolences dans 74% des cas. Donc, ça va être souvent des hommes qui vont agir sur les femmes. Bien sûr, c'est pas 100% des hommes, 100% des femmes, mais il y a quand même une dynamique qui se dégage quand on voit les pourcentages. Et qui sont les victimes de cyberviolence? Ben, ça va être toutes les minorités. Donc 84% de femmes, 58% de personnes minorisées. Quand personnes minorisées, on parle sur le plan d'ethnie, de race sociale. Alors attention, quand je dis personnes racisées, ça veut bien dire race sur le plan social et pas sur le plan biologique. En sociologie, on utilise ces termes. 51% de personnes de moins de 30 ans. Ça c'est intéressant parce que ça veut aussi dire qu'il y a 50% des gens de plus de 30 ans qui sont victimes de cyberviolence. On peut penser notamment aux grands-parents, aux personnes âgées qui reçoivent beaucoup d'appels téléphoniques qui tentent de les arnaquer, en fait, parce que c'est des personnes âgées, elles ne savent pas trop comment ça fonctionne. Ça aussi, c'est une cyberviolence, les arnaques au téléphone. Donc, il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que les jeunes qui sont victimes de tout ça. 43% de personnes LGBT et 22% de personnes handicapées. Donc voilà, on voit que ça peut se cumuler si on est une femme noire, jeune, lesbienne, qui est handicapée. Là, on va être particulièrement vulnérable à être victime de cyberviolence, alors que quand on est un homme blanc, hétérosexuel, il est beaucoup moins vulnérable. Bien sûr, il peut aussi être victime, mais il sera beaucoup moins à même de l'être. Et donc, où ont lieu ces cyberviolences? Alors évidemment sur Internet, mais pas que. Sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui va être Instagram, Snapchat, les vidéos prises à l'insu d'une personne que l'on publie. Dans les jeux vidéo, c'est intéressant parce que en fait, on a tendance à croire que c'est un espace très 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 masculin, mais en fait, il y a 50% d'hommes et 50% de femmes qui jouent aux jeux vidéo en ligne. Mais pourtant, c'est les hommes qui ont le monopole qui s'expriment le plus. Donc vraiment, les femmes ont tendance à s'effacer et il y a, peut-être que certains connaissent, il y a une femme aux États-Unis qui joue à Call of Duty, qui a un très bon niveau, et elle dit qu'en fait, elle ne peut pas activer son micro, sinon les hommes, dès qu'ils vont voir qu'elle a une voix féminine, ils vont commencer à l'insulter et ils vont plus vouloir jouer avec elle. Et donc, elle a fait pas mal de vidéos en montrant une partie où elle ne parle pas et une partie où elle parle, et les deux sont vraiment fondamentalement différentes. Les réactions des hommes sont très violentes, enfin peuvent être très violentes, pas tout le temps, mais voilà, donc ça veut dire que les femmes sont présentes sur des applications, mais ne manifestent pas leur présence, contrairement aux hommes qui peuvent se le permettre. Malheureusement, il y a des photos ou des vidéos qui peuvent être postées sur des sites pornographiques à l'insu de la personne, des forums également. Sur Telegram, vous avez des groupes où vous avez parfois 200 000 personnes qui sont dessus, et où c'est des groupes où en fait le but c'est de partager des photos à caractère intime de manière non consentie par la personne.
Telegram, c'est très très dur à agir dessus parce que voilà, c'est crypté et tout. Mais des groupes comme Facebook, il y en a beaucoup qui ont été démantelés. Et vraiment, on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont dessus de manière quotidienne. Par mail également, donc mail, encore une fois, ça va plutôt être les personnes un peu plus âgées, les grands-parents. Dans les lives, alors il me semble que c'était le dernier ou l'avant-dernier Z-Event. Certains vont peut-être voir de quoi je parle. Du coup, la streameuse Ultia, le Z-Event, c'est un événement où tous les gens qui font du streaming se regroupent pour faire un maximum de dons pour des associations. Et en fait, une streameuse a critiqué le comportement sexiste d'un streamer qui s'appelle Inox. Et en fait, elle a reçu une énorme vague de cyberharcèlement. Parce qu'en fait, elle a osé dire que le comportement de cet homme était un peu problématique. Et ça a duré vraiment longtemps, son harcèlement, malgré le fait que le streamer s'est lui-même excusé et a appelé à stopper ça. Elle a été obligée de porter plainte tellement ça prenait de l'ampleur. Et pareil, par appel, SMS, toutes les tentatives d'arnaque, par exemple, vous devez une amende de 35 €, vous devez payer maintenant, sinon ce sera majoré. Ça, pareil, ça compte comme une cyberviolence. Et ah oui, petit peut-être point sur le métaverse. Du coup, le métaverse, c'est un terrain de jeu virtuel. Et en fait, tout ce qu'on fait dans la vraie vie, on peut le reproduire dans ce jeu vidéo, donc dans l'univers méta. Et il y a déjà eu des plaintes parce que, enfin, comment dire ça, il y a déjà eu des cas où en fait des hommes se servaient de ce jeu pour aller violer virtuellement une autre personne. Alors ça paraît un peu bizarre, un peu fou dit comme ça, mais ça veut dire que les problématiques qui sont présentes dans la vie physique sont reproductibles dans la vie cyber. Et voilà, dès qu'il y a une amélioration, dès qu'il y a un nouveau, dès qu'il y a un nouveau truc en ligne qui apparaît. Désolée encore, c'est mon chat. Voilà, dès qu'il y a une problématique dans la vie physique, ça va forcément se retranscrire d'une manière ou d'une autre dans la vie cyber. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va parler plutôt des algorithmes. Les algorithmes, ce ne sont pas des choses faites par des robots qui n'ont aucun préjugé. Non, c'est fait par des êtres humains. Donc forcément, les êtres humains, vu qu'on a tous des préjugés, on va les retranscrire en ligne. Pardon, on va les retranscrire sur les algorithmes. C'est normal, c'est humain, hein, on a tous des préjugés. Mais voilà, le but, c'est d'essayer de se déconstruire pour faire en sorte que l'algorithme ne soit pas discriminant envers qui que ce soit. Alors, souvent, ce qui se passe pour les sites, pour les comptes Instagram qui informent sur les problématiques féministes, validistes, racistes, etc., en fait, elles vont se faire ce qu'on appelle shadow ban. Ça veut dire que le compte, il va être beaucoup moins mis en avant par la plateforme. Ça veut dire qu'on ne verra pas forcément les stories, on ne verra pas forcément les publications. Donc, le compte continue à exister, à fournir des informations, mais l'algorithme fait qu'elle va moins mettre en avant ce type d'informations. Pourquoi? Parce que les comptes qui informent sur ce genre de problématiques, c'est pas ça qui va rapporter le plus d'argent. Donc, du coup, ils les mettent un peu en sourdine. Et après, il y a carrément la censure où il y a des photos qui se font supprimer et pas d'autres. Donc là, ce qu'on voit en bas à gauche, c'est une influenceuse, donc Juliette, versus Gigi, c'est ça? Adi, je sais plus comment elle s'appelle. En tout cas, on voit une femme mince et une femme grosse qui, du coup, sont toutes les deux prises en photo dénudées. Et en fait, la photo de Juliette a été supprimée
tandis que la photo de l'autre personne a été gardée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un algorithme concernant la nudité où en fait, ça va prendre le pourcentage de l'écran qui est occupé par de la peau. Et si ce pourcentage est au-delà d'une certaine norme, on va considérer que la nudité est trop présente et donc on va se faire censurer. Pourtant, on voit bien que sur la photo, Juliette, on voit que son torse, elle cache ses seins, et l'autre personne, c'est tout à fait OK de faire ça, hein, il n'y a aucun jugement de valeur. L'autre personne, en fait, on voit plus son corps, donc on pourrait croire que c'est plutôt l'inverse qui va se passer, mais comme Juliette est une personne grosse, pareil, c'est un mot comme un autre, il ne faut pas avoir peur de le dire, et ben, du coup, l'algorithme décrète que il faut censurer. Il y a aussi, bien sûr, donc il y a un biais grossophobe, et surtout, on sait que Juliette, qui est une petite influenceuse par rapport aux mannequins des USA, elle a beaucoup moins de... Je te coupe Audrey parce que Laurette nous a donné la réponse dans le chat. C'est apparemment Émilie Ratajkowski, voilà, Oui, l'influenceuse. Merci beaucoup merci. Laurette. Donc oui, c'est Émilie. Donc voilà, donc du coup l'algorithme, là on voit qu'il y a clairement un biais grossophobe, et surtout Émilie, elle est mondialement connue, on sait très bien que chaque photo sur Insta qu'elle va faire, elle va avoir des milliers de likes, donc même si ces photos sont limites par rapport au règlement d'Instagram, on va quand même la laisser parce que ça va faire beaucoup d'argent, alors que Juliette, clairement pour la plateforme, elle rapporte pas beaucoup. Donc, ils vont pas hésiter à censurer. Donc, du coup, c'est pour ça que les algorithmes, il faut qu'elles soient représentatives et le moins discriminantes possible. Pour ça, en fait, il faudrait que tout simplement, en fait, il n'y ait pas que des hommes blancs qui travaillent dans l'informatique. Alors, maintenant, on a un tiers de personnes qui bossent dans la recherche numérique qui sont des femmes. Donc le pourcentage de femmes augmente. Donc du coup, forcément, vu qu'il n'y a plus que le regard des hommes sur ces algorithmes, mais aussi le regard de personnes sexisées, de personnes racisées, de personnes handicapées, forcément, ça peut les algorithmes deviennent plus égalitaires, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et la moitié de la population française pense que les femmes sont aussi douées que les hommes pour travailler dans la tech. Ça veut dire que la moitié pense que c'est pas vrai, pense que les femmes sont naturellement moins douées que les hommes, ce qui n'est évidemment pas vrai, hein, c'est pas, ça on le sait. Mais donc voilà, on a d'un côté toujours des préjugés qui sont bien ancrés, d'un autre côté, les femmes sont de plus en plus présentes dans ce milieu, donc c'est acteur de changement. Mais bon, c'est... voilà. Et du coup, comment alors, pour ceux qui sont sortis du lycée il n'y a pas très longtemps, vous avez sûrement vu passer des comptes crush. Par exemple, sur Instagram, voilà, il y a des gens qui font un compte, qui vont ajouter tous les gens de leur collège ou de leur lycée, et qui vont du coup prendre les messages pour faire un compte crush, pour essayer de mettre les personnes en contact. Alors ça peut être marrant de faire ça, ça peut être sympa, mais il faut savoir que une fois qu'on crée le compte et qu'il est actif, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive, qu'il n'y ait pas de harcèlement, qu'il n'y ait pas des gens qui se servent de ce compte pour retrouver quelqu'un. Il y a un peu cette responsabilité où quand on est jeune, on ne se rend pas bien compte. Il y a le Labello Challenge, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je n'en avais pas entendu parler parce que c'était une trend faite au collège où, en fait, les adolescents qui se sentaient mal dans leur peau, qui étaient, oui, dans une phase de dépression. En fait, le challenge, c'est, je mets un gros trigger warning. En fait, on utilise un labello et une fois qu'on le finit, on doit se suicider. Donc du coup, forcément, comme on est adolescent, on n'est pas forcément très sûr de soi.
est peut-être harcelé à l'école, on est peut-être victime de cyberharcèlement. Dans notre tête, ça cogite beaucoup. Donc, du coup, le Labello Challenge, ça faisait un peu une communauté de gens, d'adolescents qui se sentaient mal dans leur peau. Donc, forcément, c'était attirant parce que ça permettait de voir des gens qui comprenaient ce qu'on ressentait. Il n'y a pas eu beaucoup de passages à l'acte, mais c'est pas pour ça que c'est pas une trend dangereuse. Et il y a eu beaucoup, au collège, il y a toujours pas mal de trends qui tournent autour de l'automutilation, du suicide, etc. Donc ça, c'est à vraiment surveiller beaucoup. Et ça peut arriver même très très jeune. Parce que quand on rentre au collège, on a entre 9 et 12 ans, enfin à peu près 10 ans, quoi. Donc, dès 10 ans, on peut être exposé à ça. Ensuite, pareil, on peut être approché par quelqu'un qui fait semblant d'avoir le même âge que la personne adolescente, mais en fait, c'est une personne adulte qui va utiliser l'enfant pour assouvir comment dire, qui va agresser l'enfant. La photo du milieu en bas, c'est une dick pic. Je pense que on va parler des définitions juste après. Je pense que quasiment toutes les femmes de moins de 30 ans ont reçu une photo non sollicitée de pénis d'homme. Et donc, du coup, il y a un compte Instagram qui parle de ça et qui a dit, pour éviter que la personne continue, vous pouvez faire semblant de faire une réponse automatique en mettant nous avons détecté la transmission d'images pornographiques, veuillez mettre stop si vous pensez que c'est une erreur. Généralement, du coup, la personne prend peur et arrête. Mais ça, voilà, ça concerne beaucoup de femmes. Aya Nakamura qui porte plainte aussi pour un chantage à la sextape. Donc, du coup, il y a beaucoup de diversité, que ce soit pour les jeunes adolescents ou les personnes un peu plus adultes. Donc, tout le monde sur tous les sites peut être victime de cyberviolence. Alors ça, bon, généralement, pareil, on fait participer les gens, mais là, du coup, ça va être compliqué. Donc, en fait, oui, ça va être une liste de définitions. Je vais essayer de faire assez rapidement pour pas que ce soit trop ennuyant. Donc, cyber-LGBT-phobie, ben, ça, du coup, c'est des cyberviolences par rapport aux personnes LGBT. Parmi les cyber-LGBT-phobies, on peut citer le cyber-outing. Alors, cyber-LGBT-phobie, c'est en haut à gauche. Le cyber-outing, c'est en bas. Le cyber-outing, en fait, c'est le fait de outer, donc faire le coming out de quelqu'un sur Internet sans lui demander s'il veut bien ou pas. C'est très dangereux parce que la personne ne veut pas forcément que ses parents, ses collègues, ses camarades le sachent. On rappelle qu'il y a des personnes, des enfants trans qui se font virer de chez eux par leurs parents quand ils découvrent que leur enfant est trans. Donc, ça peut être quelque chose qui fait vraiment des ravages. Donc, faut surtout éviter de outer une personne si elle s'est ouverte à nous, parce que ça peut vraiment faire des conséquences très dangereuses. Usurpation d'identité, bon bah voilà, on se fait passer pour quelqu'un d'autre. Diffamation, menaces, injures, insultes. Le deepfake, ça se développe de plus en plus. Souvent, on voit des vidéos marrantes. En fait, le deepfake, c'est le fait de mettre le visage d'une personne sur le corps d'une autre personne. Donc, ça peut être quelque chose de marrant. Par exemple, je sais pas, mettre le visage de Macron sur quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui est un humoriste. Mais des fois, ça peut être tourné en choses beaucoup moins drôles, notamment voilà, des personnes qui vont coller la tête de quelqu'un sur une actrice ou un acteur porno. Toutes les stars, toutes les chanteuses elles ont toutes des deepfakes d'elles dans des positions pornographiques. Ça s'est beaucoup développé.
Et maintenant, même en live, enfin, par exemple, là, je vous parle, je suis en live, c'est possible d'utiliser une application où, en fait, ça va modifier notre tête en live et, en fait, la personne ne va pas s'en apercevoir. Donc, ça veut dire que là, je pourrais mettre, je sais pas, la tête d'un monsieur en modifiant ma voix, un monsieur de 40 ans, et, en fait, la personne en face, elle verrait pas la différence. Enfin, en fait, elle verrait pas que c'est un deepfake. Donc, du coup, ce qui mène au chantage à la cam, ça veut dire qu'on a des fois des gens qui viennent nous voir à Stop Ficha, qui ce sont des hommes, généralement le profil type c'est des hommes de 40-50 ans qui ont une famille et qui se sont laissés, enfin qui sont allés sur des sites de cam, qui ont vu une femme, qui ont fait des trucs devant la caméra. Et en fait, finalement, c'était pas du tout une jeune femme, c'était un monsieur qui en fait veut estorquer l'homme à la suite de la cam en lui demandant de l'argent, pardon. Donc le deepfake, c'est pas juste sur des photos, ça peut être aussi sur des vidéos, ça peut être fait en live. Et puis surtout, ça s'améliore très rapidement. Le upskirting, c'est le fait de prendre en photo sous les jupes des gens, ou même le pantalon, l'entrejambe, quoi. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que le phénomène a commencé à prendre énormément d'ampleur initialement au Japon. Parce que bah voilà, enfin les écolières, je dis pas du tout que c'est la faute des écolières, hein, mais juste que bah, y a énormément de gamines en jupe, vu que l'uniforme est obligatoire. Donc du coup, il y avait des mecs qui faisaient ça. Et donc, ce que j'aime bien, c'est la réaction du Japon qui a pris le problème à bras le corps, qui a fait OK. Ben, en fait, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur tout le territoire du Japon, quand quelqu'un fait une photo, il va y avoir un petit clic, un bruit, pour que en fait, les gens autour entendent et que qu'on entende en fait ce qui se passe plutôt que de faire une photo et qu'il n'y ait aucun bruit. Donc du coup, ça s'est un peu calmé, mais bien sûr, le phénomène s'est répandu dans le monde entier et ben, actuellement, Monsieur Pellico, c'est comme ça qu'il s'est fait choper par la police. Il prenait des photos des entrejambes de femmes. Le grooming, ça va être tout ce qui est pédocriminalité. Ça va être tout ce qui est se faire passer pour un gamin de 14 ans, pour attirer une gamine de 14 ans dans ses filets. Enfin, c'est vraiment tout ce qui est pédocriminalité. Cyberracisme, cyberharcèlement. Compte Ficha, du coup, oui, j'ai même pas dit compte Ficha. Donc, Ficha, c'est le verlan de affiche. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a des comptes, des groupes, pardon, qui peuvent rassembler des centaines de milliers de personnes qui postent comme ça des affiches des gens. Et ça peut se doubler avec le doxing. Le doxing, c'est le fait de divulguer des informations personnelles sur une personne. Ça peut être son adresse, son numéro de téléphone. Des fois, ça peut même être les adresses des proches ou de la famille. Par exemple, Léna Situation, ce qui lui est arrivé, c'est que quelqu'un a divulgué l'adresse de sa grand-mère. Et du coup, les gens venaient chez sa grand-mère pour dire oui, votre fille, c'est une pute. Vous avez vu ce qu'elle fait sur Internet. Donc, ça met aussi en danger les personnes qui sont autour de la victime. Et pareil, toutes les stars ont vécu du doxing. C'est assez effrayant parce que du coup, ça fait irruption dans la vie physique également. Ensuite, alors, Cum Tribute et Happy Slapping, c'est un peu hard, c'est pour ça que je les garde pour la fin. Cum Tribute, en fait, c'est le fait de. En fait, souvent, c'est un homme qui va prendre une photo ou le Insta d'une femme. Il va se masturber dessus, il va éjaculer et il va envoyer la photo à la fille pour l'humilier en fait, comme si il avait fait ça, comme s'il avait fait ça dans la vie physique. Donc c'est très humiliant, c'est très perturbant de recevoir ça, mais c'est une pratique qui se fait. Alors bon, c'est un peu plus rare quand même que d'autres cyberviolences, mais c'est très très perturbant et du coup c'est une cyberviolence, c'est condamnable de faire ça. Donc faut pas hésiter à en parler. Et le happy slapping, en fait c'est le fait de filmer une
Vous me dites si vous entendez trop la tondeuse qu'il y a derrière chez moi. Donc le happy slapping, en fait, c'est le fait de filmer une bagarre, un viol collectif, c'est arrivé, mais pas dans le but de faire ça pour récupérer des preuves, dans le but de dire oui, allez-y, continuez, vraiment pour humilier encore plus la personne et ensuite potentiellement la diffuser sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions vis-à-vis d'un terme en particulier? Pour l'instant, non. Ok, bon. Du Comme coup, tribute et doxing, je crois que tu avais fait la définition, donc oui. Ok. Donc, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Bon, là, du coup, c'était tout ce qui... Alors, ça, pareil, je vais passer. Donc, en fait, le mécanisme des violences en ligne par rapport à celui des violences dans la vie physique, c'est que c'est intemporel. Donc, il n'y a pas de limite de temps. Avant, on pouvait coller des affiches de quelqu'un pour se moquer de lui, mais une fois que les affiches elles étaient enlevées, c'était enlevé, il n'y avait plus. Là, ce qui est sur Internet, c'est il y a toujours une trace qui peut rester. On verra après qu'on peut contourner ça. On verra après. Donc, il n'y a pas de limite de temps. Bien sûr, c'est anonyme. Alors, enfin, on n'est jamais vraiment anonyme sur le net, à part d'être vraiment calé pour aller sur le dark web et tout. Mais s'il n'y a pas d'expertise qui est faite, en soi, on reste anonyme. La viralité, ça veut dire que les vidéos peuvent faire beaucoup de vues en très peu de temps. On peut avoir pareil, des dizaines de milliers de vues sur une vidéo, alors que dans la vie physique, ben, il n'y a que les gens autour de nous qui vont être témoins de ça. Et l'effet cockpit, alors l'effet cockpit, c'est le fait que comme on est tout seul derrière son écran, on a un peu l'impression, en fait, on est détaché de la situation, on a un peu du mal à se représenter qu'il y a vraiment des conséquences réelles. Il y a toujours ce truc de oui, mais enfin, c'est pas la vie réelle, c'est la vie numérique, c'est pas grave, il y aura pas de conséquences, c'est bon, je peux le faire. Alors que non, il y a des vraies conséquences et c'est pas parce qu'on est tout seul derrière son ordi qu'on ne risque rien. Il y a une loi qui est passée, ça fait quelques temps maintenant, euh, concernant par exemple les raids de harcèlement, où en gros, comme par exemple la streameuse Ultia dont on parlait tout à l'heure, en gros des milliers de personnes vont envoyer des messages à une victime dans le but de participer à ce harcèlement de masse. Sauf que ben, si la personne envoie qu'un seul message, au niveau de la loi, du coup, c'est pas du harcèlement, parce qu'il faut une répétition. Sauf que maintenant, si c'est fait dans le but de participer au harcèlement de masse, on peut être inculpé pour harcèlement, parce qu'on sait que ce message qu'on envoie, il va y en avoir des milliers d'autres. Donc même si c'est qu'un seul message, on sait que ça s'ajoute aux autres. Euh, donc souvent, quand ça va jusqu'au tribunal, les gens sont très étonnés de ça. Mais voilà, il faut savoir que ça existe. Ensuite, du coup, bah, comme on disait, donc, quand c'est sur Internet, il n'y a pas de limite temporelle, pas de limite spatiale. La monétisation des contenus, alors ça, pareil, si on voit qu'un contenu fait de l'argent, forcément, le but, c'est de le supprimer le plus tard possible. Il y a eu une vidéo de viol collectif sur Facebook il y a quelques années, oui, peut-être 2 ans. Ils ont attendu 10 heures pour l'enlever. C'est énorme, 10 heures. Un viol collectif, c'est quelque chose de. Enfin, ça fait partie des pires contenus qu'on puisse imaginer. Donc, à supprimer très vite. Et en fait, c'est resté 10 heures. Donc, ils ont dû un peu insister pour que ce soit supprimé. Mais voilà, les plateformes, il n'y a pas vraiment d'éthique en fait. C'est vraiment l'argent qui gère. Et aussi, ça dépend sur quelle plateforme c'est diffusé. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, Telegram, c'est très dur de supprimer. Les sites porno, pareil, on verra à la fin. Stop Ficha, on a une méthode on a des formulaires spéciaux pour les choses diffusées sur des sites pornographiques.
Il me semble qu'il y a Jackie et Michel qui a été condamné justement pour accepter des vidéos où en fait ce sont des vidéos de viol, tout simplement, ce ne sont pas du tout des vidéos pornographiques. Ce qui est compliqué, voilà, surtout quand on est jeune, donc pareil, c'est ce que je disais avec le Labello Challenge, c'est qu'il y a un fossé générationnel. Les parents, ils vont vous dire, t'as qu'à éteindre ton téléphone, comme ça, t'auras plus tout ça. Sauf qu'on sait très bien que c'est pas ça qui va régler la chose. Et aussi, ce que je constate, c'est que le fossé générationnel, il s'agrandit de plus en plus rapidement. Dans le sens où moi, j'ai 24 ans, je vois que j'ai un fossé générationnel avec mes parents. On a 30 ans de différence avec mes parents. Mais par contre, ma petite sœur, j'ai 8 ans de différence avec elle. Elle me dit des trucs, elle a une utilisation des réseaux sociaux qui est tout à fait différente de la mienne. Alors que des gens qui ont de 8 ans de plus que moi, je vais comprendre comment ils utilisent les réseaux. Mais 8 ans de moins, je ne vais pas comprendre. Donc ça veut dire que euh, qu'il faut s'intéresser aux trends, que c'est par exemple ma sœur, elle a l'âge pour qu'elle soit exposée à des trends comme le Labello Challenge, alors que moi, je suis trop âgée pour ça. Donc moi, je ne vais pas en voir sur mon téléphone. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas. C'est juste que je ne suis pas le public concerné. Donc c'est vraiment important de voir pour chaque tranche d'âge, chaque personne, quels sont les risques et les trends qui peuvent être dangereux pour elle. Et du coup, lien intrinsèque avec la violence physique. Donc, comme tout à l'heure, le cyber-outing, ça peut déboucher sur un gamin qui est viré de chez lui. Le doxing, pareil, les gens peuvent venir toquer chez vous. Enfin, il y a un lien aussi avec les violences physiques. Donc, encore une fois, je me dépêche. Encore une fois, pour l'intemporalité, donc ça se répète et ça s'inscrit dans la durée. On n'est jamais sûr que le contenu il est totalement effacé. 93% des victimes déclarent avoir subi plusieurs situations de cyberviolence. Ça peut être insultes, menaces, cyberharcèlement, cyber-LGBT-phobie, etc. Ça a duré plus d'un mois dans 50% des cas et plus d'un an dans un quart des cas. C'est énorme. Ça veut dire que parfois on peut avoir la paix pendant 8-9 mois et en fait finalement ça revient. Donc les victimes sont un peu toujours sur le qui-vive. Ça peut donner des syndromes de stress post-traumatique. Donc voilà. Là, les objectifs des cyberviolences, ça va être vraiment de humilier la personne, de contrôler sa sexualité, son identité, de la réduire au silence. En notion clé, ça concerne beaucoup les femmes. On a le victim blaming, donc blâmer la victime. T'avais qu'à pas poster ça, on t'avait dit que ce mec il était pas net, machin. C'est jamais la faute de la victime. On utilise les réseaux comme on veut du moment qu'on respecte le règlement. C'est pas parce que on est harcelé que tout de suite on est censé avoir le rôle d'une victime parfaite. C'est pas, faut pas blâmer les victimes. Ça c'est vraiment quelque chose d'important. Le slut shaming, c'est le fait de juger souvent une femme qui va montrer son corps, dire ce qu'elle pense. Et du coup, on va dire que elle devrait pas le faire. Et donc, si elle est victime de quelque chose, on va avoir tendance à faire du victim blaming sur elle. Et le body shaming, c'est comment dire, c'est le fait d'avoir honte de son corps. Donc, énormément de la grossophobie. Pareil, ça concerne beaucoup de femmes. Donc, les objectifs des cyberviolences, quand on les lit, ça se rapporte beaucoup aux femmes quand même. Donc, encore une fois, ça prouve que c'est les femmes qui sont beaucoup plus vulnérables de subir des cyberviolences. Alors, là, pareil. Hop. Alors, le cyberconsentement, alors on dit enthousiaste. C'est que le mot, c'est compliqué de trouver un mot qui soit adapté. Mais en gros, si on
on obtient un oui après avoir insisté pendant 15-20 minutes, c'est pas un vrai oui, c'est juste un oui de laisse-moi tranquille, ça se fait et c'est tout. Oui, pardon, là, ça va être. Là, les critères, c'est plus pour des. Ça se rapporte au sexe, cette slide. Ensuite, le consentement libre et éclairé. Ça, c'est une définition plus juridique. Un consentement spécifique, c'est pas parce qu'on consent à une pratique que ça veut dire qu'on consent pour tout. Donc voilà, si je fais le parallèle avec une relation sexuelle, c'est pas parce qu'on consent à faire une fellation qu'on consent à faire un rapport pénétratif, vaginal ou anal. Enfin, bon, là je parle avec des mots un peu crus, mais c'est vraiment nécessaire de comprendre. euh, le consentement, il faut qu'il soit donné pour des. Si c'est quelque chose en particulier, ça veut dire qu'on a dit oui que pour ça. Il peut être réversible. C'est pas parce qu'on a dit oui que après on se chauffe plus trop, on n'ose pas dire non parce que sinon, non, c'est si on veut pas, on veut pas, si on veut plus, on veut plus, et vous ne devez rien à personne. Ça c'est vraiment les femmes, vous ne devez rien à personne. C'est pas parce que on a dit oui une fois que ça veut dire que ce sera oui toutes les autres fois, que ce sera oui sur toute la durée de l'action. Enfin voilà. Et informer. Donc pareil, si on consent à quelque chose mais qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est pas vraiment du consentement. Donc voilà, le consentement, donc là ce que je viens de dire, c'est pour tous les types de relations, que ce soit vie physique, vie numérique. Juste un petit point vite fait sur les photos des enfants. Je sais qu'on met beaucoup des photos d'enfants, nos cousins, nos enfants, sur des sites, sur des réseaux, pardon. Il y en a même qui font un compte Insta pour leur bébé, tout ça, c'est mignon. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que les forums pédopornographiques, c'est un trafic qui est vraiment immense. Sur Telegram, ça grouille de forums pédoporno. Et qu'en fait, 50% des photos qui circulent sur ces forums-là, ce sont des photos qui en fait ont initialement été publiées par les parents. Alors en fait, ils vont pas forcément chercher, les pédocriminels vont pas forcément chercher des photos où les enfants sont dans des positions sexuelles explicites. Ça peut être un enfant qui marche, qui s'amuse dans un bac à sable, un enfant qui joue. Mais en fait, comme c'est un enfant et que c'est des pédocriminels, eh ben, ils vont quand même le partager. Donc c'est pas parce que on voit pas l'enfant en couche que, enfin, comment dire, en fait, vraiment, n'importe quelle photo où il y a un enfant, elle est susceptible d'être publiée dans un réseau pédoporno. Et c'est pour ça qu'on ne fait pas du tout enfin, chacun fait ce qu'il veut, mais on trouve ça quand même important de dire que faut faire attention quand même à ce qu'on publie, parce que ça peut finir quelque part où on n'a pas trop envie que ce soit. Et 3 Françaises sur 10 interrogées ont déjà vécu une situation de non-consentement dans leur sexualité. Ça, pareil, je dis que c'est au moins parce que beaucoup de femmes, beaucoup de femmes ont vécu des situations de non-consentement dans leur sexualité, mais ne se rendent pas vraiment compte. Donc déjà, c'est bien que 37% s'en rendent compte, mais voilà, c'est beaucoup. Et il me semble que c'est une femme sur 10 qui ont vécu leur première fois sans leur consentement. Ça, je vais passer, je suis désolée. Voilà, les conséquences. Oui. Je te couperai, il y a une question dans le chat. Est-ce que le mode de Christine, est-ce que le mode diffusion privée ne protège-t-il pas? C'est sur quel réseau social? Ah oui, peut-être qu'il y a le réseau social à peut-être préciser. Oui. Parce que je vois pas de quoi diffusion privée. Ou alors ça veut dire poster quelque chose mais en mettant le compte en privé. Oui, voilà, j'imagine, par exemple, sur Oui. Facebook, j'imagine de faire une publication que à un cercle restreint d'amis, par exemple, Ouais. ou Oui. est-ce que justement c'est parce que c'est peut-être par rapport à tout à l'heure quand tu disais que si on poste des photos d'enfants, eh bien, on n'est jamais 100% Oui. sûr Oui, que ce ne soit pas justement, diffusé.
Ouais, non, c'est très intéressant. Justement, j'aurais dû le dire. Ce qu'on peut faire, c'est faire une story sur Instagram, par exemple, mais ne partager qu'avec les amis proches. Mm. Donc, qui sont voilà, la famille, les gens que vous aimez bien. Et comme ça, voilà, vous savez à qui, qui va tomber dessus. Et c'est vrai que c'est plus sécurisant de faire ça. Voilà. Et Laurette qui rajoute, encore faut-il faire confiance à 100% à tout son cercle privé. Effectivement, dans certains réseaux sociaux, on peut avoir 500, 500 ou 1000 amis où on n'est pas Mm. sûr que ce soit encore un cercle privé, effectivement. Ouais. Après, justement, le cercle privé, c'est le fait de faire une publication, mais de sélectionner les gens qui vont y avoir accès. Mais oui, c'est sûr que oui, c'est même le cercle privé, des fois, on n'est pas sûr, hein. Enfin, encore une fois, l'affaire Pellico, on peut faire le parallèle. Je peux lire Et- aussi oui. un autre message à tout le monde, donc de CM. Dans un collège de mon département, des jeunes filles d'une douzaine d'années ont forcé des garçons à avoir des rapports sexuels filmés, sodomie, fellation, qui ont ensuite été diffusés. Avez-vous parfois affaire à des hommes, des garçons victimes? Et il y en a certainement plus que l'on ne croit, mais peut-être que dans notre société, les garçons hommes ont plus de honte et n'osent pas dénoncer. Alors oui, on a des victimes hommes, même si c'est quand même pas du tout la majorité. En tout cas, ce qu'on dit, et surtout chez les justement au collège, au lycée, c'est que un homme peut être victime d'une violence sexuelle. Enfin, euh, c'est pas parce que c'est un homme que forcément. Enfin, c'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas être victime en fait. Donc, il y a beaucoup qui n'osent pas parler par honte. Souvent, ce qu'on va avoir, c'est quand ils nous contactent, ils vont faire via un compte privé ou un compte pour être sûr qu'on ne le retrouve pas. J'ai pas entendu parler de cette histoire dans. Enfin, j'ai entendu parler d'une histoire dans un collège, mais c'était pas aussi hard que ça. Donc, je suis pas sûre qu'on parle de la même chose. Mais en tout cas, oui, il y a beaucoup d'hommes qui sont victimes et malheureusement. Ils sont pas trop pris au sérieux. Même par exemple quand ils vont au commissariat, ça arrive que des policiers en fait leur rient au nez et leur disent bah non, enfin, je vais pas prendre votre plainte, vous êtes un homme, enfin c'est normal, euh, enfin voilà. Donc oui, non, des, on a des hommes qui viennent, mais c'est très rare. Merci. Ok. Bon, je me dépêche pour faire la fin. Donc les violences en ligne sont dangereuses, il n'y a pas de répit pour les victimes, voilà, c'est répétitif, pas limite dans le temps, c'est omniprésent, on ne sait jamais quand est-ce que ça va réapparaître, et c'est illimité. Euh, il y a des vraies conséquences psychiatriques sur les cyberviolences. C'est pas parce que c'est sur Internet que c'est pas la vraie vie. Moi, je suis étudiante en médecine et je suis passée en psychiatrie. Et quasiment toutes les femmes qui consultaient, que ce soit dépression, troubles de l'humeur, etc., elles avaient vécu quelque chose de l'ordre de cyberviolence, en plus des violences dans la vie physique. Donc ça peut être voilà, un syndrome de stress post-traumatique, un rapport à soi qui est bouleversé, on peut se sentir inutile, on n'a plus d'estime de soi, voilà, des conséquences économiques, parce qu'il faut savoir que les rendez-vous chez les psychiatres et chez les psychologues, c'est pas forcément gratuit, ou alors il faut attendre des mois et des mois avant d'être pris en charge. Ça peut aller jusqu'au suicide, donc les conséquences sont bien réelles. Donc voilà, bon, de ce que je dis depuis tout à l'heure, hein, Internet c'est la vie réelle parce que les conséquences le sont. Donc 80% des victimes rapportent un impact sur leur santé mentale, c'est énorme. Euh, Quasiment le même pourcentage ont eu des insomnies, euh, presque 90% ont eu des troubles anxieux-dépressifs et 50% ont eu des pensées suicidaires. Les pensées suicidaires, on ne s'attend jamais trop à en avoir. Ça vient comme ça, on ne s'en rend pas vraiment compte jusqu'au moment où en fait ça prend vraiment une grosse partie de notre tête. À ce moment-là, il ne faut pas hésiter à appeler le 3114, c'est SOS Suicide. Pareil, quand j'étais en psychiatrie, on a travaillé avec eux parce que à Poitiers, enfin bref, il y a un centre dédié au 3114.
Et même si c'est pas pour nous, même si c'est pour un pote où on a peur qu'il fasse des bêtises ou quoi, vous pouvez les appeler, ils sont disponibles 24 heures sur 24 et ils sont très gentils, on parle. Enfin voilà, ils sont vraiment formés à ça. Donc, dernier Et point, comment... Oui, juste dis-moi. une chose, je me suis permise de partager les affiches que vous voyez diffusées ici dans le chat par l'Asso féministe contre le cyberharcèlement, avec le Mhm. résultat de leur enquête sur le vécu des victimes. Vous pouvez retrouver justement tous ces chiffres sur leur site. Les affiches sont aussi téléchargeables. Donc nous, on l'a fait à l'Uriops, mais n'hésitez pas. Ok. Il y a d'autres questions? Enfin, il y a des questions ou pas? Alors, il y a une réaction de Loïc sur la suite de la discussion sur les photos privées, effectivement, qui rajoute que non, ça ne protège pas. Il faut partir du principe qu'à partir du moment où on diffuse sur Internet, y compris en privé, cela peut être pris en public. Ça ne Mm, protège pas à 100%, ouais, effectivement. c'est vrai. Merci. Alors, donc, les principaux besoins des victimes de cyberviolence, de manière générale, c'est l'écoute. Il faut écouter la personne. Déjà, si elle vient vous voir, c'est qu'elle vous fait confiance. C'est très frustrant parce qu'on aimerait chercher une solution, mais sauf que des fois, c'est pas possible de manière immédiate. Donc, l'écoute, c'est très très important. Ne pas blâmer. Des fois, on blâme sans faire exprès. On dit oui, mais tu savais, voilà, ce mec, je t'avais dit qu'il était un peu bizarre. Ça, c'est de dire ça, c'est blâmer en fait, parce qu'on dit bah je t'avais prévenu, donc même si l'intention n'est pas mauvaise, il faut vraiment faire attention. Euh, Ensuite, voilà, donc bah, stopper le contact avec la personne, bah, changer de compte, le mot de passe, se mettre en privé, etc. Donc nous, Stop Ficha, ce qu'on fait, c'est qu'on propose un accueil pour les victimes et les témoins sur nos réseaux sociaux que je vais vous mettre tout à l'heure. Et si jamais la personne a besoin d'un accompagnement juridique et ou psychologique, on vous oriente vers des professionnels de ces domaines-là. Euh, Nous, ce qu'on fait, c'est que quand vous nous dites, quand vous nous expliquez ce qui vous arrive, on a des formulaires, en fait, que vous remplissez, donc ce qui vous arrive, surtout faire des captures d'écran, ça c'est très 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 important, parce que c'est ça qui va faire l'épreuve. Donc faire une capture d'écran de la cyberviolence. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que les formulaires que vous remplissez, nous, on est tiers de confiance des réseaux sociaux. Donc en fait, les signalements qu'on leur envoie, ils sont traités en premier. Donc ça veut dire que s'il y a un compte qui fait du harcèlement sur une personne, qu'on le signale à Stop Ficha, le compte il peut sauter en 24 heures. Pareil, si ce sont des images intimes non enfin, diffusées sans le consentement, pareil, ça peut disparaître en 24 heures. On a un truc qui est super. Alors voilà, donc on a 3 formulaires de manière générale, donc un formulaire pour une cyberviolence de base. On a un deuxième formulaire spécial concernant ce qui est diffusé sur les sites pornographiques. Le troisième, donc vraiment, il est génial parce qu'en fait, chaque photo a une empreinte numérique personnelle. C'est comme s'il y avait un code barre sur chaque photo, voilà, ça a une empreinte numérique. Ce qu'on peut faire, c'est que il y a un logiciel. Donc là, c'est sur le troisième paragraphe. Il y a un logiciel où en fait, vous mettez la photo concernée dessus et en fait, ça va enregistrer l'empreinte numérique de la photo. Et dès que la photo, elle va être publiée sur des réseaux sociaux, un groupe, elle va être supprimée directement parce que le formulaire, il va reconnaître la signature numérique et donc va le supprimer directement. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin de tous les jours s'inquiéter, mais ça se trouve, ça a été diffusé autre part, tout ça. Alors bien sûr, ça marche pas quand ce sont des photos qui sont partagées par message, qui sont dans la galerie. Ça, on aimerait agir par rapport à ça, mais on peut agir que si c'est diffusé sur Internet, les réseaux sociaux. Mais juste pour vous dire que vous avez quand même une méthode pour que vous soyez quasiment sûr que ça n'apparaisse plus jamais sur les réseaux sociaux. Donc, à qui en parler? Donc, j'avais déjà parlé du 3114. Voilà, vous avez le mail de Stop Ficha.
C'est stopficha.org aussi, si vous voulez faire un signalement sur notre site. Le numéro du planning familial et le chat, comment on s'aime, il est pas mal. Il est plutôt bien fait si vous avez des questions, voilà. On a le droit de porter plainte si on est mineur, on a le droit de porter plainte contre X si on ne connaît pas l'identité de la personne, même si elle se trouve à l'étranger. Si vous n'osez pas aller porter plainte, si jamais il y a une personne de Stop Ficha qui est pas loin de chez vous, on peut vous accompagner. Surtout que quand il y a quelqu'un d'une association qui accompagne, les flics sont plus enclins à prendre les plaintes et à prendre au sérieux la personne. Donc ça, il n'y a aucun problème. Et les bases de la cybersécurité, alors bon, on n'est pas obligé de tout faire, même nous, il n'y a pas, genre toujours avoir différents mots de passe, il y a peu de personnes qui le font, mais c'est vrai que c'est quand même hyper important. Avoir la double authentification, ça c'est important parce que comme ça nous remet sur notre téléphone ou sur notre mail et on est sûr que c'est nous qui nous connectons. Régler les paramètres de géoloc, ça c'est important, surtout qu'il y a des gens qui peuvent vous tracer sans que vous soyez au courant. Moi ça m'est arrivé, un pote qui me disait tous les jours « Ah mais pourquoi t'es là? Pourquoi t'es là ?» Et j'étais là « Mais comment tu sais que je suis là ?» Et en fait c'était ma géoloc sur Snapchat. Donc c'était un peu creepy, donc j'ai préféré enlever. Donc voilà, c'est des trucs auxquels on pense pas forcément. Oui. Oui, je voulais juste réagir. Justement, j'allais parler de Snapchat. Effectivement, nous, dans nos ateliers numériques avec des adolescentes et même des adultes, on parle vraiment de cette géolocalisation sur Snapchat, pardon, qui était réglée par défaut. Donc, c'est vraiment quelque chose où il Oui. faut aller dans les paramètres, etc., pour l'enlever. Sinon, effectivement, par défaut, on peut être tracé avec cette application-là. Et c'est très 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 précis la position. C'est vraiment c'est super précis, donc faut faire attention. Installer un bon antivirus. Alors bon, maintenant les ordi ils ont un antivirus par défaut. Vous devez en installer que si vous faites des trucs sur internet qui sont un peu plus poussés, quoi. Voilà. Et surtout ne pas cliquer sur les liens douteux. Alors des trucs tout bêtes, mais un moment, il y a quelques mois là, on n'arrêtait pas de recevoir des messages. Comme quoi, oui, vous avez une amende parce que vous avez été flashé, machin. Non, les amendes, vous les recevez par courrier uniquement. Donc, ne paniquez pas si vous recevez un SMS, surtout si c'est un 06, un 07, c'est pas, ça ne vous concerne pas. Et voilà, oui, voilà, limiter les données que vous partagez avec les autres. Ben voilà, comme disait Audrey, ça peut être regarder les paramétrages par défaut des applications et enlever ce qui ne vous plaît pas. Donc voilà nos réseaux sociaux, c'est Stop Ficha pour tous les réseaux. Donc Insta, TikTok, X, c'est stopficha.org notre mail. Vous pouvez nous contacter par DM sur n'importe quelle de ces plateformes. On peut vous aider autant qu'on peut. On peut vous renvoyer vers d'autres associations si jamais on se rend compte qu'elles pourront mieux vous aider que nous. Si vous avez des questions, des inquiétudes concernant quelqu'un, enfin voilà, n'hésitez pas à nous contacter, quelle que soit la raison. Et donc voilà, stopficha.org, notre site où vous pouvez signaler une cyberviolence. J'ai fini du coup, je pense. Ça fait déjà pas mal. J'ai pas trop débordé. Et j'ai partagé le site de Stop Ficha du coup dans le lien, ainsi que le formulaire de contact. Alors, est-ce que c'est le même pour signaler une cyberviolence? Je crois, hein, oui, parce qu'en fait, sur le C'est ça. site, on signale une cyberviolence. Enfin, il y a le logo tout de suite qui s'affiche. Très bien. Est-ce que vous avez des dernières questions, justement, dans le chat? C'est le moment. Il y a une recommandation d'un site internet que je ne connais pas. Si Loïc, vous pouvez nous en dire plus. C'est quoi le nom? Donc c'est échappe.eu.org. Ah, je connais pas. Alors, il y a une question dans le chat. Existe-t-il des affiches cartes de Stop Ficha? Oui. On a des dépliants. Mais ça, du coup, c'est... Oui, enfin, faut nous... Je sais pas si on les a en PDF. Peut-être que si. Mais dans ce cas-là, je peux te les passer...
Oui, je pourrais aussi Après, Oui, oui. exactement. Je peux mettre du contenu sur notre site print. Ah si, et j'ai une question. On m'a posé la question un peu plus tôt dans le chat. Est-ce que ce PDF est disponible justement Non, mais je peux te l'envoyer. D'accord, ben, comme ça, je pourrais le mettre accessible aussi sur notre site pour les Mm, personnes qui ont participé et pour les autres avec le replay. mm. Les affiches qu'on a vues, oui, j'en ai parlé tout à l'heure, elles sont disponibles sur le site de Féministes contre le cyberharcèlement Mm. avec les l'enquête chiffrée. Il y a beaucoup de remerciements et Mm. une remarque. Je trouve quand même dommage que vous axiez votre action envers les femmes alors que certains hommes sont victimes. Mais je crois qu'on en a parlé tout à l'heure du ratio Oui, des victimes. bah, on se concentre sur les femmes parce que ce sont celles qui subissent, qui sont le plus vulnérables aux cyberviolences. Et comme j'ai dit, on reçoit des hommes qui sont victimes et c'est pas, enfin, on les aide au même titre que les femmes. Mais effectivement, on est plus dirigé pour les femmes parce que bah, ce sont elles qui ont le plus besoin, parce qu'elles sont plus victimes. Ouais, ça ne veut pas dire que Ouais, ça n'empêche pas effectivement comment dire, les violences de s'abattre en ligne sur les hommes et que vous ne ouais, répondez pas et que vous répondez quand même aux hommes qui vous contactent. bien sûr. Mm. Eh bien, merci beaucoup Audrey pour cette intervention. C'était super intéressant. Il y a beaucoup de remerciements aussi dans le chat. Je mettrai les contenus de Stop Ficha sur le site Print, donc n'hésitez pas à le consulter. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Ben, Merci à merci de vous. m'avoir écouté. Voilà, c'était ma première intervention via visio et voilà, merci beaucoup. Eh ben, c'est super bien passé, donc c'est super. Merci beaucoup Audrey.